Une attaque. Alors, quelque chose qui m'a... Quelque chose qui m'a vraiment interpellé dans ce livre, c'est les conditions d'abattage. Alors, il y a... Bon, alors, les bêtes, on est obligé de les abattre pour les manger, hein, évidemment. Et il y a une loi qui existe, qui date des années 60, il me semble, qui dit que chaque animal, alors je ne sais pas si ça vaut aussi bien pour les ovins, pour les bovins, pour tout le monde, chaque animal doit être d'abord assommé avant d'être égorgé. Alors, sauf dérogation, donc pour la viande cachère et la viande halal. Et il se trouve que cette loi n'est pas du tout appliquée. Pire que ça, il semblerait que, alors en Ile-de-France c'est le cas, mais j'avais entendu dire qu'en Alsace c'était le cas aussi, il n'existe plus d'abattage autre que dit halal, que dit rituel. C'est-à-dire que toutes les bêtes sont abattues de façon rituelle en France, enfin dans une grande majorité, on va dire. En Ile-de-France, en tout cas partout, il n'y a plus d'abattoirs autres. Et donc finalement, on ne tient pas compte de la souffrance animale et on fait du halal partout. Et alors, expliquez-nous pourquoi, comment ça fonctionne. Enfin, c'est assez choquant qu'on fasse du halal, pourquoi pas, mais on aimerait moins le savoir. Alors oui, effectivement, ça c'est une autre des choses que j'ai découvertes en enquêtant sur ce sujet. Effectivement, on pratique énormément d'abattage rituel. La différence étant que la bête est égorgée sans avoir été étourdie. Ça c'est le point majeur. Dans les autres cas, dans l'abattage dit traditionnel, la bête est égorgée aussi. Hein, et de toute manière, on n'a pas d'autre solution. Il faut quand même lui ouvrir les veines pour la vider de son sang. Et on vide toujours les bêtes de leur sang. Alors effectivement, depuis 1961, cette loi existe qui dit que toutes les bêtes doivent être étourdies, sauf dérogation pour le rituel. On sait qu'en France, 7% de la population est potentiellement consommatrice de viande rituelle. Il suffit de compter le nombre de musulmans pratiquants et le nombre de juifs pratiquants pour se dire, voilà, on arrive à 7%. Or, en pratique, si on regarde les vrais chiffres, une vache sur deux en France est abattue de façon rituelle. On est à quasiment 90 à 95% des ovins, donc des agneaux, et on est à 20 à 40% des volailles. Ça varie, on a des chiffres très variables. Alors pourquoi c'est compliqué d'avoir des vrais chiffres? Parce qu'on n'a pas de vétérinaire au poste d'abattage, alors qu'on devrait en avoir. Donc effectivement, si on ne regarde pas, ben on ne sait pas. Ensuite, pourquoi, les vraies questions, c'est pourquoi est-ce qu'on va, les industriels vont abattre plus en rituel qu'en pas rituel, puisqu'il n'y a pas de demande particulière. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que entre la méthode traditionnelle et la méthode rituelle, normalement il faut nettoyer la chaîne. Et nettoyer la chaîne d'un abattoir, ça peut prendre 3 heures parce que c'est très long, une chaîne d'abattoir, et que ça demande beaucoup de nettoyage. Et donc ça veut dire payer des gens 3 heures à rien faire. Donc ça c'est un manque à gagner pour l'abatteur. Premier point. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est que, et là c'est les éleveurs ou les bouchers vous diront à juste titre, les consommateurs d'abat sont aujourd'hui plus d'origine musulmane que les autres. Les autres mangent moins d'abats. Et donc du coup, quand on abat une bête, et ben, si les abats ne sont pas abattus de façon rituelle, on ne peut pas les vendre aux gens qui vont manger de la viande rituelle. Bon, ça c'est un peu les arguments commerciaux parce qu'ils en font un peu ce qu'ils veulent. En gros, et là je vous raconte une anecdote qui est assez intéressante. J'ai une autre copine journaliste au moment où je travaillais qui travaillait pour l'UFC Que Choisir. Moi, contrairement à certains journalistes, je ne fais pas le vide autour de moi. C'est-à-dire que si les gens bossent bien, je trouve que c'est toujours bien d'être plusieurs à sortir l'info en même temps parce qu'on est plus fort à plusieurs. Mais bon, voilà. Et elle va avec le chef de la Confédération bouchère à Rungis, qui lui dit bah, pas de souci, on peut trouver ce qu'on veut à Rungis, tu verras. Et donc elle est chez un des grossistes du secteur, et le mec lui dit bah, tu veux halal ou pas halal, parce que moi je te mets le tampon sur le machin, ou je te l'enlève, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc leur argument commercial de dire si on ne fait pas en rituel, du coup ben, on ne peut pas le vendre, les abats, c'est de la foutaise. C'est juste que économiquement parlant, ça leur permet d'aller plus vite et ça leur évite de nettoyer la chaîne, et donc c'est une économie suffisante pour qu'ils considèrent que le consommateur n'a pas besoin de savoir, et donc on fait ce qu'on veut. Alors après ce premier reportage que j'avais fait sur les envoyés spéciaux, effectivement il y a eu une grosse polémique sur le rituel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment Marine Le Pen est montée au créneau avec ces grandes phrases là, et mes copains journalistes n'ont pas non plus fait leur travail, il faut aussi que je le dise, parce qu'au lieu d'aller vérifier l'information auprès des différents professionnels du secteur, ils ont cherché la petite phrase, et donc tout le monde allait sur les petites phrases des politiques qui n'ont abouti à rien, à part
d'ostraciser, surtout les musulmans d'ailleurs, parce que les juifs se sont vite retirés du secteur pour laisser la place aux musulmans et les laisser se prendre des vents de la population sur ces questions-là. Donc c'était assez unfair. Donc d'ailleurs j'ai voulu le réexpliquer parce que une autre raison pour laquelle c'est si compliqué, et la communauté juive est aussi accro sur ces questions-là, il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait sur la viande cachère, il y a une taxe qui est prélevée qui va de 1,80 € à 2,20 € du kilo. Et cette taxe sert à financer le grand rabbinat et va jusqu'à financer 60% du budget du grand rabbinat. Donc c'est des sommes importantes. Et qu'ils n'ont pas du tout envie de ne pas récupérer cette manne financière. La deuxième raison aussi qui est compliquée, c'est que quand on abat une bête de façon cachère, alors c'est un sacrificateur officiel, agréé normalement, etc., un choquette qui va devoir le faire, mais ils vont abattre en général 3 vaches pour en garder une seule. Et l'autre chose, c'est que en fait, si vous êtes un consommateur juif puriste, vous allez manger la bête, dans les vaches, que les parties avant, jusqu'à la 8e côte. Les parties arrière étant considérées comme impures, sauf en Israël où on va se fatiguer à découper le nerf sciatique qui est le nerf qui pose problème, et parce qu'on ne va pas gâcher la moitié de la bête, là-bas, ici, voilà, on considère que de toute manière on mange que les parties avant, les parties arrière peuvent être consommées par les gens de confession musulmane qui n'ont pas d'interdiction religieuse à manger du kasher, et les industriels se disent que les autres de toute manière, s'ils ne le savent pas, ils font ce qu'ils veulent. Donc on va abattre 3 bêtes pour en garder une demi. Donc ça veut dire que si effectivement, la communauté juive pense que si effectivement on inscrit que les deux vaches et demie qui ont été abattues pour rien, entre guillemets, ont été abattues de cachère, ils les valoriseront moins bien. Et donc du coup, ça va leur coûter plus cher, la viande. Et la viande cachère est déjà beaucoup plus chère que la viande classique, justement parce qu'elle subit des traitements divers et variés. Donc ça, c'est une des premières raisons. Les musulmans, eux, ont également des taxes sur la viande halal qui sont bien moins importantes, qui sont plutôt de l'ordre de 8 centimes à 10 centimes du kilo. Donc on n'est pas du tout dans 1,80 €, 2,20 €, mais les volumes ne sont pas du tout les mêmes. Et donc effectivement, ça représente une certaine somme. Autre problème sur ces questions-là, la viande sur le kasher, en fait, il y a une définition juridique internationale qui existe et qui est extrêmement claire. Donc ça permet aux gens de savoir si effectivement c'est kasher ou pas. Par exemple, si la DGCCRF va faire un contrôle, la DGCCRF c'est répression des fraudes. Voilà, la répression des fraudes. C'est super fort ici, ça veut dire. Donc si la répression des fraudes vient et dit par exemple cette vente n'a pas été abattue de façon cachère et vous la vendez de façon cachère, ils vont prendre une amende et elle sera tout à fait méritée. Sur le halal, il n'existe pas de définition. Non, ça c'est... On va se dire, pourquoi il ne faut pas de définition? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord parce que les industriels n'ont pas du tout envie qu'il y ait une définition, parce que ça les coincerait. Ensuite, parce qu'on a organisé plusieurs fois des réunions pour essayer de déterminer une définition précise, aussi bien en France qu'au niveau international, mais que personne n'arrive à se mettre d'accord. Alors au niveau français, c'est compliqué parce que nous avons, dans la population musulmane, plusieurs grosses... population, entre guillemets, vous avez les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. Personne n'a envie de dire, moi, par exemple, le halal, j'accepte que ce soit fait comme ci et pas comme ça, on peut étourdir un peu avant ou un peu après, ou on peut lui donner un petit coup de couteau pour qu'elle souffre moins, enfin, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'impression de baisser leurs armes. Et par ailleurs se rajoutent les Saoudiens, tous les autres qui n'ont pas non plus envie de jouer là-dessus. Aujourd'hui sur le halal, on va se retrouver avec des hôtels dits halal, parce que ça devient vraiment un argument marketing et commercial. Vous allez vous trouver avec de l'eau halal, alors que l'eau elle est forcément halal puisqu'elle est naturelle. Vous allez vous trouver avec des parfums halal, vous allez trouver avec du champagne halal, vous allez trouver avec... Enfin voilà, il y a vraiment des dentifrices halal, Le champagne halal. Oui, alors le champagne halal, pas bien. Ouais, alors le champagne halal c'est du jus de pomme avec des bulles, hein. Mais ça a l'étiquette halal et donc C'est ça un comique. voilà, et ça sent le même prix que le champagne. Donc le mec qui a inventé ça, c'est un Belge d'ailleurs, il a tout compris parce qu'il vend le jus de pomme à 1 € le litre, 18 € avec une belle étiquette halal. Il fallait le faire, il y a pensé, il a gagné. Ouais. Donc alors, pour résumer, il y a beaucoup d'abattoirs qui sont hors la loi. Et donc alors, ça pose déjà un problème de savoir pourquoi on ne respecte pas la loi, et ensuite ça pose un problème sanitaire par rapport au mode d'abattage, si j'ai bien compris, parce que quand on égorge la bête, alors là, quand on égorge la bête sans l'assommer avant, ça peut poser un problème sanitaire. Oui.
Alors, il y a deux choses qui posent souci. C'est qu'effectivement, quand vous égorgez une bête vive de façon traditionnelle aujourd'hui, vous l'assommez. Ensuite, vous pouvez lui ligaturer les carotides et la jugulaire et lui couper l'œsophage. Donc ça évite le déversement de ce qu'il pourrait y avoir dedans puisque vous avez tout coupé. Dans l'abattage rituel, vous êtes obligé de couper tout d'un coup parce que de toute manière la bête est vivante. Ah ouais, vous êtes obligé de couper tout d'un coup parce que la bête est vivante. Et du coup, dans certains cas, dans 15 à 20% des cas, la bête régurgite ce qu'elle a mangé. Et dans ce qu'elle a mangé, vous avez des bactéries, et notamment des Escherichia coli. C'est des bactéries qui posent... C'est vrai, pardon. On a bien fait de manger avant. Hein. Et en fait, alors, ces bactéries vont se déposer sur la viande de cou. Alors normalement, si tout le monde fait son travail correctement, on doit parer la viande du cou, c'est-à-dire enlever les parties contaminées. Sauf qu'à l'abattoir, si vous enlevez les parties contaminées, c'est aussi un manque à gagner pour l'éleveur. Donc le but est d'en enlever le moins possible parce qu'il va vous casser la tête en vous disant tu me fais perdre de l'argent. Et en même temps, vous perdez de l'argent parce que vous avez des produits qui vont valoir moins cher. Donc aujourd'hui, on n'enlève pas ce genre de parties contaminées. Alors les vrais bouchers vont vous dire, bah, moi quand je récupère la bête, j'enlève ces parties parce que je ne les utilise pas pour les mettre dans l'alimentation. Les gros industriels, ils font un mix. Donc voilà. Alors quand ça part en plat préparé et que c'est cuit, ça ne pose pas de souci. Parce que ces bactéries, une fois qu'elles sont à la cuisson, perdent leur nocivité. Mais le problème, c'est que les Français aiment beaucoup la viande hachée, crue, les steaks hachés, crus, les tartares, crus. Et qu'en fait, on utilise souvent ces viandes-là, alors sauf les vrais bouchers, ils vont vous dire qu'ils utilisent des vraies parties. Alors je fais attention parce que j'ai un boucher là, à gauche. Mais lui, il est bon, donc il n'est pas concerné. Mais en fait, les parties avant sont les parties les plus dures, et du coup, on va les hacher parce que ça permet de les valoriser mieux. Alors que les parties arrière, vous allez avoir les pavés, les entrecôtes, les filets, enfin vous avez plein de choses qui sont plus tendres. Voilà. Donc on utilise les parties les plus problématiques pour les mettre crues. Alors c'est aussi un problème des Français, on aime la viande crue, après c'est à nous d'assumer les conséquences que ça, mais c'est-à-dire que faire manger des steaks assez saignants ou crus à des enfants, à des personnes âgées ou à des femmes enceintes, c'est leur faire prendre un risque inconsidéré, parce qu'en fait à cet âge-là ils ont des défenses immunitaires faibles, ou quand elles sont enceintes, les femmes enceintes aussi, et du coup elles n'ont pas les moyens de se défendre. Et donc on risque, dans les cas graves, alors, dans les cas pas trop graves, une petite diarrhée, je m'excuse, on est à table, bon, je vais vite, et dans les cas beaucoup plus graves, en fait, ça s'appelle un syndrome hémolytique urémique, et en fait vous avez un blocage total de tous les organes vitaux. Donc si vous n'êtes pas près d'un hôpital rapidement, vous risquez une... Ah bah non, la mort même, enfin c'est urgence vitale. Hein. À un moment, on parle de Guillain-Barré aussi. Oui, alors Guillain-Barré c'est encore un autre truc, mais ça c'est plus lié au poulet. Ah voilà, c'est ça. Bon, on y va dans les bactéries. Ouais, non, mais on continue avec le steak haché. On continue avec le steak haché. Parce que bon, donc en fait, en tout cas, si vous voulez continuer à manger du steak haché et que vous aimez ça, pas de souci. Le steak haché, à ce moment-là, allez l'acheter chez le boucher avec des vrais morceaux qu'il va mettre devant vous et qui ne sont pas des morceaux contaminés. Et puis vous les mangez dans les 3 heures, ça c'est important. Parce que après, au bout de 3 heures, le problème du steak haché, alors en fait, je vais peut-être commencer. Quand vous faites manger un vrai steak, la viande à l'extérieur du steak, enfin le pourtour du steak, c'est le seul risque que vous avez, c'est les côtés extérieurs. L'intérieur, il est sain. Le muscle à l'intérieur, c'est sain. Donc à partir du moment où vous mettez un poêle même rapidement, vous allez tuer les bactéries extérieures. Le problème du steak haché, c'est que vous coupez en tout petits morceaux, et donc vous multipliez la surface de potentiel de développement des bactéries, et ces Escherichia coli, ça se développe de façon exponentielle à la chaleur, enfin ambiante, et donc en 3 heures de temps, ça peut devenir un espèce de bombe atomique, c'est ça? Bombe atomique. Enfin, bactérienne. Donc si vous voulez manger du steak haché et que vous n'avez pas le temps de le faire parce que, faites-le bien cuire, faites un lasagne bien cuite avec des petits oignons, l'ail, je sais pas quoi, et ça va passer très bien. Dans tous les pays où on égorge les bêtes comme ça, de façon rituelle, les gens mangent la viande bien cuite. C'est la meilleure garantie sanitaire. Il y a les Français et les Éthiopiens qui mangent de la viande crue, et bien c'est ceux qui ont les plus hauts taux de contamination, enfin c'est mathématique, hein, c'est aussi ça. Donc voilà, ça c'est possible. Et donc ça veut dire que... Parce que il y a un exemple dans le livre et qu'on retrouve aussi dans le film, c'est ce boucher qui va acheter 2 vaches chez l'éleveur. Donc on sent que les gars se connaissent, ils ont l'habitude de se vendre et d'acheter
des bons produits, des belles vaches. Et donc arrive le moment où l'éleveur amène ses bêtes à l'abattoir, et là, l'éleveur ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'entrer dans l'abattoir, il ne sait pas comment sa bête est abattue, même s'il se doute qu'elle est abattue de façon rituelle, hein, on l'a bien compris. Donc est-ce que ça veut dire que quel que soit le boulot de l'éleveur et la qualité du travail du boucher, finalement on n'est pas à l'abri d'avoir de la viande contaminée? Eh bien, la meilleure garantie sanitaire, je vous dis, hein, si c'est pour manger de la viande hachée, c'est de la faire bien cuire. Après, le reste, si c'est bien paré, normalement, il y a... Mais si on aime la viande, si on aime la viande Ah, ben, ça veut dire qu'on aime les risques, alors on les assume. C'est-à-dire qu'on Alors, par contre, on les prend un risque assume pour nous, en tant qu'adultes, mais pour les enfants, on ne peut pas leur faire prendre ce risque. C'est-à-dire qu'on prend un risque en mangeant de la viande saignante. Eh bien, oui. En quelque sorte, oui. Alors, pas que hachée, alors, la viande saignante. Non, après, non, c'est la viande des saignes, il n'y a pas de souci majeur. Après, enfin, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. La viande saignante, vous pouvez aussi attraper le ténia du bœuf. Alors, le ténia, vous connaissez le ténia du porc. Le ténia du bœuf, c'est 150 000 cas par an, l'air de rien, quand même. Hein. Et c'est la même chose, hein, c'est un ver intestinal. Alors, c'est pas. Si c'est soigné à temps, aujourd'hui, ça se guérit très bien. Ça se soigne très très bien. Le problème, c'est que quand vous le gardez très longtemps et vous pouvez le porter très longtemps, ça peut créer des problèmes neurologiques, enfin ça peut aller très loin. Mais en général, les gens s'en rendent compte quand même avant, et aujourd'hui c'est facile de soigner. Si jamais, voilà, il suffit d'aller voir son médecin, normalement ça se gère assez bien. Mais par exemple, pour un argument pour les enfants qui vont vous dire « Ah mais moi je le veux saignant, le steak haché », quand ils vont chez McDo, quand ils vont chez Quick, quand ils vont dans tous les fast-food, les grosses chaînes de fast-food, jamais de votre vie on vous servira un steak haché saignant. Pour la simple et bonne raison qu'on reprend, quand on remonte dans l'historique, il y a eu un moment donné où on a eu 50 morts. C'était aux États-Unis, avec des steaks hachés qui étaient pleins d'Escherichia coli. Et du coup, voilà, c'est radical. Jamais on vous servira un steak haché saignant. Vous pouvez faire le test. Hein. Donc après, les enfants aiment McDo, bah, vous leur faites un bon steak maison. Ça sera très bien. Et bien cuit, il n'y a pas de problème. Et alors, une autre question, juste pour revenir sur cette histoire de cachère et d'abattage rituel, c'est qu'il y a quand même eu 5 propositions de loi qui ont été déposées pour déterminer un mode d'étiquetage, puisque les Français globalement sont exprimés en disant on voudrait savoir ce qu'on mange. Donc la question était de savoir si on mettait abattu avec étourdissement, abattu sans étourdissement, ou alors abattu avec le rite, selon le rite cachère ou selon le rite halal, ou alors on mettait des numéros, genre comme sur les œufs, 0, 1, 2, etc. En gros, le problème, c'est que sur les 5 propositions de loi qui ont été déposées, les 5 propositions de loi ont été retirées moins d'une semaine après avoir été déposées, sous la pression des lobbies, et notamment des lobbies de la communauté juive. Il faut dire les choses aussi à un moment donné. Alors, je vous disais, ils sont extrêmement sensibles pour ces questions budgétaires. Ils le sont aussi parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les premières mesures qu'a pris Hitler contre les Juifs, ça a été justement d'interdire l'abattage cachère. Et donc, du coup, effectivement, ça rappelle des souvenirs pas très joyeux. Après, c'est pas parce que ça rappelle des souvenirs pas très joyeux qu'on ne doit pas pouvoir garantir qu'il y ait des moyens et une traçabilité pour tout le monde. Il y a eu d'autres tentatives où à un moment donné le gouvernement a dit on va imposer aux abatteurs de prouver qu'ils ont vraiment des commandes de viande rituelle halal ou cachère pour pouvoir abattre en halal ou cachère, et 3 mois après on a retiré cette proposition en la désactivant de tout pouvoir. Donc en fait ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Alors, autre chose que je ne vous ai pas dit et qui est vraiment importante, c'est que le problème majoritaire qu'on a aujourd'hui dans ce secteur de la viande, c'est que c'est une personne qui possède 80% du marché. Cette personne, c'est M. Bigard, pour ne pas la nommer, Bigard qui possède Bigard, Socopa, Soviba, Charal, ne serait-ce que ça. Il possède également le porc. Alors, officiellement, ce n'est pas lui, puisqu'à un moment donné, l'autorité de concurrence a dit ah, vous ne pouvez pas posséder 80% du marché, vraiment, c'est pas possible. Donc il a mis son bras droit, et c'est son bras droit qui gère toute la question du porc, donc ça ne change absolument rien. Et ça pose un vrai souci, parce que par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y a eu des grandes négociations autour du prix du porc, parce que les éleveurs sont dans une situation absolument catastrophique aujourd'hui. Ça aussi, c'est important de le dire. On a entre 1 et 2 suicides d'éleveurs par jour en France. C'est-à-dire que dans notre pays, les gens qui sont chargés de nous nourrir se suicident. Donc il est peut-être temps à un moment donné de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour... c'est pas très sain comme situation. Le problème, c'est que par exemple, quand le ministre a dit ben, on va mettre tout le monde autour d'une table sur la question du porc pour faire remonter le prix, ben, Bigard ne s'est pas déplacé. Donc s'il ne se déplace pas, eh ben, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 20% du marché qui dit ben, nous on va monter un peu, on va faire un effort, mais si le gros majoritaire ne fait rien sur la question, ben voilà, on est coincé. Alors, on est coincé de toutes parts.
Les politiques, on le voit, ne font pas leur boulot. Alors, quelles que soient les raisons, il y a du lobbying, il y a certainement un manque de courage. Même les associations de consommateurs, parce qu'à un moment, vous citez l'UFP Que Choisir qui fait un article sur le halal, mais qui derrière n'ouvre pas de forum et enfin reste quand même très discret après la diffusion de l'article. Alors là aussi, c'est du lobbying. Alors, oui, c'est du lobbying. Alors, c'est toujours compliqué. Alors, dans mon livre, vous verrez, j'ai fait extrêmement attention parce que, comme vous le savez, c'est des questions sensibles. Donc, chaque mot doit être choisi absolument, histoire de ne pas froisser les gens plus que nécessaire. Il ne peut pas avoir de procès. Aussi, non. Après, il faut être juste. Moi, je trouve que mon travail, c'est aussi d'être juste. Et d'ailleurs, sur ce livre, c'est important aussi de le dire, j'ai pas eu de procès du tout de l'industrie, ni de la ministère, ni de personne, mais j'ai pris une précaution extrême. Et j'ai fait relire le livre par des juristes, par des vétérinaires, par des médecins, par des bouchers. Enfin, je me suis vraiment entourée de vrais professionnels qui travaillent sur la question, histoire d'être sûre qu'il n'y ait pas la moindre faille, parce que je savais pertinemment qu'il y en avait, s'il y en avait une sur les 444 pages, ça aurait suffi pour décrédibiliser tout le travail derrière. Donc ça, c'est important. On est en train de parler du l'UFP Que Choisir. Ah oui, et l'UFC Que Choisir, bah, le rédacteur en chef est de communauté juive, et donc c'est lui qui a bloqué, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait un gros article qui est assez intéressant, vous verrez, qui fait 4 pages, et contrairement à ce qu'ils font d'habitude, l'article était très peu annoncé à l'extérieur du numéro, et effectivement, pas de forum, pas de sujet de discussion pour éviter toute discussion, et ils ont enterré le papier le plus possible. Mais voilà, c'est aussi, il faut le dire, je sais pas, malheureusement c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a l'impression d'être partial, mais en fait c'est la réalité. Alors, on a parlé du steak haché, on peut aussi revenir sur la crise du cheval, enfin le cheval dans les lasagnes. Hein, ces fameuses lasagnes Findus qui étaient truffées de cheval, et finalement on s'aperçoit que c'était pas une surprise puisque ça se pratiquait manifestement depuis longtemps, et puis là il y a en cause le circuit, enfin, la circulation de la viande en Europe et dans le monde, quoi. Alors oui, alors effectivement, le point de départ de cette affaire Findus, il faut rendre hommage à un vétérinaire irlandais qui se dit, en allant au supermarché, le prix des burgers est trop peu cher pour que ça puisse être du bœuf. Donc il prélève 27 steaks hachés, il les fait analyser, et sur les 27 steaks hachés, il en trouve 10 qui contiennent du cheval, mais il en trouve 23 qui contiennent du porc. L'Europe a décidé de partir sur le cheval et pas de partir sur le porc en se disant ça sera beaucoup plus léger comme problématique. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas prouvé très léger. On regarde Findus, effectivement, Findus a acheté du cheval. Spanghero, en tout cas dans la profession, était réputé pour être enfin, ils avaient pris un nouveau patron qui était un Margoulin qui a réussi à remonter la boîte. Alors c'est vrai, hein, ils ont beaucoup augmenté le chiffre d'affaires, etc. Mais en achetant de la viande de cheval, la viande de cheval étant moins chère, et en la revendant soit en cheval, soit en bœuf, ils gagnaient une marge, et du coup, voilà. Il y a des informations, c'est-à-dire que l'industrie était suffisamment au courant pour qu'il y ait des informations écrites qui étaient envoyées à tous les adhérents en leur disant attention, certaines entreprises ont des pratiques douteuses. Alors c'est quand même rigolo de savoir qu'ils ont les connaissances, ils sont capables d'informer tout le monde, mais que les vétérinaires, eux, n'agissent pas. Enfin bon, voilà, ça c'est encore une autre question. Donc tout le monde le savait, c'est-à-dire que c'était vraiment un secret de polichinelle. Donc l'affaire Findus sort, l'Europe dit oh là là, on va faire une grosse enquête pour voir si dans tous les pays européens tout va bien. Alors ils préviennent tous les pays européens en leur disant on va faire des prélèvements pour voir ce qu'il y a dans les produits, si ce qui est sur les étiquettes correspond vraiment à la réalité du produit. La France est le plus mauvais élève européen, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec 13% des produits qui sont non conformes. Alors là, c'est du point de vue, c'est pas du point de vue sanitaire, hein, c'est vraiment du point de vue étiquetage. Donc là, on est un peu embêté quand même, hein, parce qu'on est quand même, encore une fois, je vous dis, hein, le gros producteur du secteur. Et alors du coup, l'année suivante, on a été meilleur. L'Europe a organisé les choses un peu mieux en disant on va faire des prélèvements pendant 3 semaines seulement dans tous les pays européens. Donc les gars, faites un effort, pas de produits non conformes. Et là, on a été super bon, on est arrivé à 0,5%. Donc quand on fait un peu d'effort, on y arrive. Mais enfin, c'est un peu se moquer de tout le monde quand même, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un steak haché industriel, vous avez probablement un peu de cheval et probablement un peu de porc. Ça, c'est même... Alors, sauf si vous allez chez le boucher, encore une fois, qu'il le fait devant vous, parce qu'au moins, vous êtes là et vous l'avez vu. C'était bien précisé, industriel. Hein. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais donc, en fait, on a fait des prélèvements pendant 3 semaines et on s'est arrêté. Oui,
on s'est arrêté, on n'en fait plus. Bah maintenant on est bon, on sait, donc tout va bien. Voilà, donc ça on pourra en parler pendant des heures, hein, mais on va un petit peu faire le tour des différents animaux, parce que donc là on a parlé des steaks hachés, et puis alors, moi ce qui m'a amusé moyennement, c'est les nuggets au poulet où il n'y a pas de poulet. Si, il y a un petit peu. Il y a un petit peu de poulet, mais enfin des fois il n'y en a pas beaucoup. Alors, Oui, alors effectivement, dans le poulet, c'est pareil. Dans les nuggets, on met beaucoup de farine, beaucoup de gras, beaucoup de choses, mais très peu de poulet, parce qu'on essaye de mettre des choses qui coûtent moins cher que la viande de poulet. Alors ça, je peux vous raconter une anecdote aussi, c'était rigolo. Je me retrouve, c'était en Allemagne, non, à Amsterdam, oui, je crois que c'est Amsterdam, un grand salon des MDD, marques distributeurs. Et en fait, c'est un énorme salon, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y sont allés, où on vend de tout. Ça passe du balai brosse à la brosse à cheveux, aux produits nettoyage, etc., etc. Et vous avez aussi le secteur alimentaire. Et alors, vous avez tout. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que le secteur alimentaire et le secteur viande, vous avez l'impression de rentrer dans un village mafieux en Italie, quoi. Vraiment, hein. Alors, les Français sont pas mieux que les Allemands, d'ailleurs, sur la question, c'est très très impressionnant. C'est tout juste si vous vous dites que vous n'allez pas vous en prendre une en passant, enfin bon. Voilà, et donc je discute. Il faut développer ça, Oui. À quel niveau Bah, dans la façon dont ils approchent les gens et dans la façon dont ils discutent, dans la façon dont ils sont habillés, dans la façon dont ils vous interpellent, etc. Moi, je m'étais fait passer pour une acheteuse de viande qui voulait lancer sa marque. Et donc, du coup, j'avais été voir les différents interlocuteurs en disant, voilà, je voudrais faire un concept, qu'est-ce que vous pourriez me proposer, à quel prix? Et en fait, en discutant avec les gens, vous vous rendez compte que, par exemple, les Allemands, sur certains points, avaient été meilleurs que les Français en disant Carrefour, pour ne pas les nommer, est venu nous voir en disant moi, je veux du nuggets à 50 centimes le kilo. Et donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, on va racler les os, on va mettre un peu de cartilage, on va mettre un peu de peau, on va mettre tout ce qui coûte moins cher, et après de la farine et tout le reste. Et là, par exemple, sur 50 centimes le kilo, ils ont dit non, en disant nous, c'est too much. Mais ils acceptent à 1 euro ou à 70 centimes le kilo. Donc après, il faut se dire, qu'est-ce qu'on met pour 70 centimes le kilo dans le nuggets? Qu'est-ce que vous mettez Qu'est-ce que vous faites manger à vos enfants, quoi? Alors sur les nuggets, pourtant, c'est ce que je disais à ma voisine de droite, hein, qui me disait, mes enfants, ils adorent ça, comment on fait? Et ben, atelier cuisine, hein, un jour, vous avez le temps. Les nuggets, c'est rien de plus simple, un filet de poulet, vous faites la panure et puis vous trempez un peu de curry, un peu d'herbe, un peu de je sais pas quoi. Vous mettez ça au congèle parce qu'on a le droit d'être feignant, on est quand même au 21e siècle, et de temps en temps de ressortir les trucs du congèle pour nourrir les enfants, c'est très pratique. Ça marche très bien et en plus c'est eux qui ont fait, donc c'est voilà, c'est pas mal. C'est mieux que Carrefour. Enfin, ou les autres. Oui, mais c'est rien contre Carrefour. Hein. Ce fameux producteur hollandais donc, qui refuse de vendre à bas prix, parle quand même de serial killer en parlant des Français. Oui. Et quand il dit ça, c'est pas anodin, parce que... Oui, il dit les Français c'est les pires. Voilà, ils vendent de la merde, vraiment, quoi, dangereuse. Ouais. Il dit c'est les Français c'est les pires. En Angleterre, par exemple, donc c'est possible, le législateur peut mettre en place des réglementations. Le poulet servi dans les cantines, aujourd'hui, ne doit pas être travaillé. C'est-à-dire c'est du poulet brut, c'est du filet de poulet. Alors il peut y avoir de la panure, etc., mais il n'y a pas de produits agglomérés à l'intérieur qui vont faire du volume, alors que c'est creux. Les Français, eux, ils n'ont aucun scrupule, hein, il n'y a pas de... Voilà. Donc vous savez, maintenant vous allez acheter des nuggets. Et en parlant de cantine, il y a aussi une pression des lobbies sur les cantines. Alors ça c'est hallucinant. Ah oui, alors là il y a aussi quelque chose qui est très intéressant sur les cantines, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était premier producteur de bovins, premier producteur de volaille et troisième de porc. Or, si vous regardez les chiffres en France, et notamment dans la restauration collective, on va importer pour la viande bovine, c'est 70% et de la viande bovine importée, donc ce que vous allez manger à la cantine universitaire, scolaire, professionnelle, etc. Pour la volaille, on est à 80%, et pour la cochonaille, on est à 60%. Et pourtant, on est premier producteur. Donc on se dit, mais comment c'est possible? Alors, il faut savoir que on a des goûts culturels différents. Par exemple, les Français aiment beaucoup le jambon. Les Allemands, eux, ils vont le manger en wurst. Et donc, nous, on va acheter leur partie arrière et on va leur vendre nos parties avant. Parce que les parties arrière, le jambon, c'est derrière, et le reste, on va leur donner le... Donc, on fait des échanges. Mais en fait, là où c'est vraiment problématique, c'est qu'on va leur vendre nos bonnes viandes de bonne qualité et nous, on va récupérer tous leurs trucs pas terribles. Et c'est ça qu'on va faire manger à nos enfants, donc c'est un peu ennuyeux. D'autant plus que l'intérêt, il est assez faible d'aller acheter des produits de l'étranger,
alors qu'on a des éleveurs qui crèvent la dalle parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits. Donc il y a un moment donné aussi, je crois qu'on doit se responsabiliser sur la façon dont on envisage l'avenir. Enfin, quand on est à la cantine ou dans le restaurant d'entreprise, on n'a pas le choix. C'est difficile, il faut aller casser la tête de son... Donc derrière, il y a quelqu'un qui ne fait pas son boulot. Alors, il y a des gens qui ne font pas leur boulot. Alors, je vous donne un autre exemple parce qu'il y a des exemples positifs et c'est aussi important de trouver des issues positives. Il y a, par exemple, une école d'élevage, une école de formation à l'élevage sur le plateau des Mille Vaches, dont le directeur est un mec très bien. Et il se disait, je ne vais pas bien apprendre à mes élèves à élever des bovins, des bêtes, faire ça correctement, et de l'autre côté, leur donner de la nourriture Sodexo ou autre marque industrielle qui, elle, achète, je disais les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, massivement à l'étranger. Et donc il a réussi à trouver le biais, parce qu'il ne contourne pas la loi, il fait des appels d'offres en achetant les bêtes sur pied. Il les fait abattre lui-même, il les fait découper lui-même. Donc pareil, hein, dans la cuisine, ça impose une réflexion différente, une organisation différente, parce qu'une vache, c'est beaucoup de morceaux différents qu'il faut valoriser différemment, etc. Et en fait, ça marche tellement bien que maintenant, il y a plusieurs lycées et collèges du coin qui se sont mis dans le même système. Et du coup, les gars, maintenant, à ce moment-là, peuvent manger de la vraie viande, produite sur place par des éleveurs qui travaillent correctement. Enfin voilà, c'est un peu le cercle positif.